trouver des diamants. Suivant la piste de l'explorateur, François et Haroun gagnent le royaume de Golconde et ses mines légendaires. C'est là que se fournissait le Grand Mogol. Colossale ville forteresse du sud de l'Inde, Golconde fut pour Tavernier une étape obligée. La cité était alors avec Bornéo l'unique marché aux diamants de la planète. C'était un endroit très vivant à l'époque. C'était l'âge d'or de Golconde. Le royaume était très riche. Des centaines de milliers de personnes vivaient derrière les remparts de la forteresse. Des gens de différentes origines, même des Européens, qui faisaient du commerce? Oui, beaucoup d'Européens. C'était un tourbillon d'activités, les bazars étaient en plein essor. Il y avait des danseuses, des chameaux, des chevaux, des éléphants, et puis toute cette foule en mouvement dans un grand brouhaha, tu vois, avec des danses, beaucoup de musique. Des odeurs. Oui, des odeurs d'épices. Et beaucoup de richesse, de splendeur. Dans les jardins, un espace était réservé au commerce des pierres précieuses qui se déroulait selon un rituel immuable. Tous les vendredis après la prière, les marchands installaient leurs étals sur ces petits carrés pour exposer leurs pierres précieuses. Le sultan observait la scène depuis là-haut. Une rangée de gardes assurait la sécurité des transactions. Il y avait beaucoup d'Européens, des Britanniques, d'autres nationalités. Il faut remonter le temps pour imaginer comment ce commerce se déroulait. Les échanges de devises et les mesures étaient complexes, car il y avait des commerçants de tous les pays, utilisant différentes monnaies et différentes unités de poids. Tavernier a-t-il pu acquérir son diamant bleu ici même, dans ces jardins, grâce à une faveur exceptionnelle ? Tavernier est certainement venu ici. Il a participé au commerce des pierres, mais on ne peut pas être sûr que c'est ici qu'il a acheté le diamant bleu. Cette pierre était trop importante pour être vendue si ouvertement, malgré les rituels secrets qui entouraient les transactions. Plus probablement, elle a dû être vendue discrètement, loin des regards. Et si un achat de cette importance avait été consigné par la très efficace administration moghole? À Hyderabad, capitale de l'État d'Andhra Pradesh, des archivistes se sont plongés à la demande de François et Haroun dans les millions de manuscrits datant de cette époque, dans l'espoir que l'un d'eux mentionne le diamant bleu. Y a-t-il beaucoup de documents perses et moghols de l'époque de Tavernier? Oui, 60 à 70% de nos 50 millions de documents sont en persan. Donc cela fait un total de 30 millions. 30 millions? Il y a certainement quelque chose sur les diamants. J'ai ici un document sur les diamants qui va vous intéresser. Il est de 1661. On y parle d'un certain Moussa qui exploitait des mines de diamants. Est-ce que le document mentionne l'endroit où étaient les mines? C'est écrit mine de diamants de Ghani. C'est celle-là, c'est Kollur. Alors ce document, c'est le contrat d'exploitation de la mine où le diamant bleu a été trouvé.
Ces nouveaux documents qu'on a trouvés, ils disent deux choses. Premièrement, c'est que les archives sont très riches, parce que là, après quelques heures de recherche, on a commencé à trouver des choses vraiment intéressantes qui nous renseignent sur la vie des diamants à l'époque. On voit aussi quelque chose de très important qu'on ne savait pas, c'est que les mines de Kolour étaient donc la propriété d'une seule personne, un certain Mouza, en 1661. Et ce Mouza est très vraisemblablement une personne avec qui Tavernier a dû avoir affaire quand il a fait son dernier voyage pour aller chercher les diamants de Louis XIV pour en avoir une collection significative. Alors c'est fabuleux parce qu'on parle de 80 000 mineurs, et ben ils étaient aux ordres de ce fameux Mouza. Cette découverte rend soudain bien concret le voyage de Tavernier jusqu'aux mines de Kolour. Dans son livre, le voyageur raconte. Disons aussi quelque chose des chemins qu'il faut tenir pour aller aux mines. Pour ce qui est de Golconde, il faut être peu versé dans la carte pour en ignorer la situation. Mais de Golconde à Kolour, où est la principale mine, la route est moins connue. Il y a plusieurs mois de chemin, dont on fait une partie en remontant une rivière et l'autre partie en charrette ou sur des éléphants. À l'entrée du désert, Tavernier prit une caravane composée d'environ 600 chameaux et de 400 hommes. Mais après une marche de 20 jours, il faillit être étouffé par le vent du désert. Le tristement fameux El Samiel. Tout cela ne fut rien face aux répressions sanglantes de certains pays où la mort remporte souvent la victoire. Aujourd'hui encore, la région de Kolour est difficile d'accès. C'est sur la rivière Krishna que François et Haroun continuent leur voyage vers le lieu que mentionnent les archives. Gani à l'époque, Kolour aujourd'hui, seule région de la planète à produire des diamants de couleur. Les minéralogistes comprennent qu'à cet endroit, les sédiments se déposent dans un large méandre, et avec eux, les diamants. On est tout près de Kolour maintenant. Ce qu'on voit ici, c'est la montagne en forme de croissant que Tavernier a mentionnée. Et derrière laquelle il y a la montagne de l'Aigle, où se trouvaient les mines de Kolour. Certaines personnes disent que le célèbre diamant Koh-i-Noor a lui aussi été trouvé ici. Est-ce que cela veut dire, selon toi, qu'il a été extrait bien avant l'époque de Tavernier, avant le XVe siècle ? Eh bien, les mines de Kolour ont été découvertes au XVe siècle, mais on exploitait des mines depuis plus longtemps dans cette région. À Kolour, l'exploitation des diamants a commencé lorsqu'un paysan qui labourait son champ a trouvé un diamant de 26 carats. Cela a déclenché une ruée sans précédent. Très vite, 100 000 personnes travaillaient des deux côtés de la rivière à la recherche des diamants. Que reste-t-il aujourd'hui de ces fourmilières de dizaines de milliers de mineurs qui ont fasciné l'explorateur ? Après que les mineurs ont reconnu l'endroit où ils veulent travailler, ils aplanissent la place autour de laquelle ils font une enceinte d'environ 2 pieds de haut. Au pied de ce petit mur, ils font des ouvertures pour que l'eau s'écoule. Chacun commence à travailler. Les hommes à fouiller la terre et les femmes et les enfants à la porter dans la place qui a été préparée. Puis,
Il jette de l'eau sur la terre, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une bouillie. Ils ont de certains paniers faits à peu près comme un tamis, dans laquelle ils mettent cette terre, laquelle ils secouent. La menue poussière s'en va et le gros demeure. Toute cette terre étant tamisée, ils l'étendent avec une manière de râteau et la rendent la plus unie qu'il leur est possible. Ensuite, ils laissent sécher le tout au soleil. Alors, ils se mettent tous ensemble à un côté pour chercher les diamants. Comment vous appelez-vous? Elle s'appelle Rajkumari, ce qui veut dire princesse. Et cela fait longtemps que vous cherchez des diamants? Depuis 4 ou 6 ans. Vous en avez trouvé beaucoup? Elle dit qu'elle en a déjà trouvé quelques-uns, mais pas récemment. Alors la probabilité de la chance de trouver un gros diamant bleu aussi gros que le diamant de Tavernier, elle est forcément très faible parce que c'était un diamant exceptionnel. Et en comparant les diamants qui ont été trouvés dans ce secteur particulier de l'Inde, on a trouvé des très belles pierres. On parle d'une pierre de 50 carats, 60 carats qui a été trouvée ici. C'est très souvent des pierres blanches, un peu jaunâtres, pas avec des couleurs très vives malheureusement. Mais bon, la probabilité, pas nulle, hein, ça peut toujours arriver. Pour un diamant de légende comme le Tavernier et ses 115 carats, combien de journées se terminent avec quelques cristaux de quartz sans valeur? En Inde, le professeur a remonté le temps pour renouer le fil de l'histoire du diamant bleu. Délaissé dans le pays qui l'a vu naître en raison de sa couleur, le joyau de Tavernier quitte le royaume du Grand Moghol. Un autre monarque l'attend. À Versailles, le voyageur et son diamant sont attendus avec impatience. Louis XIV souhaite le rencontrer. À la cour, Tavernier fascine avec ses récits et plastronne en costume oriental. Son diamant bleu arrive à point nommé. Louis XIV va faire du joyau le symbole de son règne. Si François Farge a découvert les origines de son diamant, il ignore tout encore de ce qu'il est devenu après le vol. Le plomb est la seule pièce à conviction dont il dispose. Une nouvelle enquête, scientifique cette fois, va le mettre sur la piste du joyau disparu.